My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Aujourd'hui, nous sommes avec ma Swiftie préférée, Honorine. Salut, c'est moi. Et nous avons la chance, la joie, l'honneur, le privilège d'avoir avec nous une invitée de marque qui est Morgane Giuliani. Bonjour Morgane. Bonjour. Pour tout te dire, on avait rêvé de t'avoir dans le podcast depuis très très longtemps. Donc on est hyper honorés que tu aies accepté de venir. Je suis trop contente d'être là. Trop bien, parce que c'est vrai que franchement, quand on a lancé le podcast avec Natacha, on s'est dit, vas-y, c'est qui nos invités de rêve? Et franchement, t'étais sur la shortlist depuis le début. Waouh. On a découvert ton travail à peu près en même temps qu'on a lancé le podcast et on s'est dit, oh là là, mais ce serait incroyable de l'inviter. Et donc, on est trop contente de réaliser ça aujourd'hui. Donc, merci vraiment d'être là. Avec grand plaisir, je suis très, très honorée d'avoir été dans votre shortlist très vite. Ça a commencé par le fait que quand on a commencé le podcast, on a très vite parlé du rapport de Taylor Swift à la célébrité et des chansons dans lesquelles elle parle. C'était un de nos tout premiers épisodes, c'était notre épisode numéro 4 qui s'appelle Famous. Et en fait, on s'était dit à ce moment-là que ce serait intéressant de parler aussi de sa relation aux médias. Parce que c'est aussi un sujet central de sa discographie et de sa vie, finalement. C'est quand même assez structurant dans sa carrière. Et en fait, on s'était dit, voilà, comment on va reprendre le sujet, etc. Et en fait, au bout d'un moment, Natacha m'a dit, mais pourquoi c'est pas le sujet sur lequel on demande à Morgane de venir? C'est littéralement son travail. C'est vrai, étant journaliste à la base, du coup, je m'y connais un petit peu. Exactement, c'est quand même ton milieu. Donc effectivement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es journaliste et autrice de plusieurs livres, notamment sur Taylor Swift. On en a 2 sur Taylor Swift dans ta bibliographie. Taylor, la rebelle devenue icône, qui est paru en 2024, et ta monographie Taylor Swift parue en 2025. Et donc, d'ailleurs, tu as eu la gentillesse de nous l'envoyer et on l'a dévoré, donc merci beaucoup. Est-ce que tu peux, du coup, nous en parler un peu plus, notamment de ces 2 livres et de ta bibliographie de manière générale? Donc moi je suis journaliste, pop culture, j'aime bien dire, et société, parce que en fait j'apporte notamment un regard féministe sur la pop culture, ce qu'elle raconte des femmes, des minorités. Et donc à la base, moi je suis vraiment entrée dans le journalisme par la musique. Bien raconter que quand j'étais ado, je parlais de musique sur Skyblog, donc c'était un peu mon premier lieu de rédaction et aussi d'expression. Et puis petit à petit, j'ai fait des études à Sciences Po, j'ai fait leur master en journalisme, et je me suis retrouvée à beaucoup écrire sur la musique aussi, notamment quand j'étais à RTL2, où j'ai pu interviewer beaucoup d'artistes, faire beaucoup de critiques de concerts, d'albums. Et puis après, je suis passée à Marie-Claire, où là, j'étais plus sur des sujets société, et en culture, plus cinéma, séries télé. Mais me trottait quand même depuis longtemps dans la tête l'idée d'écrire des bouquins autour de la musique, notamment des figures féminines, et notamment Taylor Swift, que donc j'apprécie à titre personnel du coup depuis 2012, et que en tant que journaliste, je trouve passionnante, parce que c'est pour moi l'artiste la plus brillante de très loin de sa génération, au sens où elle allie, comme vous le savez, cette musique pop qui reste vachement dans la tête et en même temps des paroles très profondes. Elle a su créer un univers très complexe, très riche, qui fait que on peut en faire des podcasts, tellement il y a de choses à déchiffrer. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand, déjà en 2021, donc c'était déjà il y a 5 ans, j'avais contacté Le Mot et le Reste, une de mes maisons d'édition, pour leur proposer d'écrire un bouquin sur Taylor Swift. À ce moment-là, ils estimaient que c'était trop tôt, qu'il n'y avait pas assez de public en France. Donc, 1 an et quelques plus tard, on s'est dévié vers mon premier bouquin qui s'appelle Féminisme et musique, la pop de Madonna à nos jours, qui est une réflexion sur les grandes figures féminines de la pop, depuis Madonna, leur rapport au féminisme et ce que les féministes disent de ces artistes-là, parce que en France, on est un peu en retard sur ces sujets, même si on commence vraiment à s'y intéresser, mais aux États-Unis, on étudie les figures pop depuis les années 80, et on a des grandes autrices comme Bell Hooks ou Roxane Gay, par exemple, qui détricotent la figure de Madonna depuis les années 80-90, donc ça commence à remonter. Je me suis retrouvée à écrire Féminisme et musique. Derrière, en fait, la tournée, le Eras Tour, ça a un peu réveillé les médias et les maisons d'édition en France, qui d'un seul coup se sont dit « Ah, mais en fait, c'est qui cette nana qui s'apprête à remplir 4 fois la U Arena et 2 fois le stade de Lyon ?» À ce moment-là, il y a Talent Édition qui m'a contactée, donc qui ont quand même une section biographie où en général, ils achètent plutôt des biographies à l'étranger. Mais là, justement, ils avaient envie que ce soit une journaliste française qui écrive un bouquin sur Taylor Swift. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai eu vraiment carte blanche pour faire le bouquin comme je voulais. C'est un livre illustré, donc il y a aussi des photos. C'est moi aussi qui les ai choisis. Avec toute la frénésie qu'il y avait autour du Eras Tour, j'ai relancé Le Mot et le Reste sur toujours mon envie d'écrire sur Taylor Swift
Swift. Et là, ils m'ont dit, bon, ok, go, on y va. Et là aussi, j'ai quand même eu pas mal carte blanche. Mon envie, c'était de faire un bouquin conséquent. En fait, de manière générale, on manque de littérature vraiment approfondie sur Taylor Swift, je trouve. Même quand on regarde le marché anglo-saxon, il n'y en a pas tant que ça. Ou en tout cas, sinon, ça va être plutôt des angles business, parce qu'on la ramène beaucoup maintenant au côté businesswoman. Ce sont souvent des livres écrits par des hommes. Moi, j'avais vraiment envie d'écrire un bouquin conséquent sur elle en tant que femme, en tant que journaliste féministe. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de l'expérience féminine dans notre société patriarcale à travers sa musique et aussi un peu les coulisses de sa carrière, et m'intéresser aussi à ce que les médias disent d'elle. En tant que journaliste, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai été sensibilisée assez vite. Moi, ce qui m'interloque toujours beaucoup vis-à-vis de Taylor Swift, c'est que en tant que société et même communauté de fans de pop et communauté féminine. Par exemple, aujourd'hui, on s'émeut beaucoup de ce qui est arrivé à Britney Spears dans les années 2000, comment on a traité Amy Winehouse, plein de figures comme ça, ou Janet Jackson, par exemple, aussi, qui ont toutes bénéficié d'un espèce de mea culpa à la fin des années 2010. Par exemple, aux États-Unis, c'est un genre qui existe déjà, des bouquins qui reviennent sur comment telle star féminine a pu être maltraitée, et ça permet aussi de parler de la misogynie de la société de manière générale. Et je trouve que Taylor Swift, elle passe toujours à travers les mailles du filet. C'est-à-dire que je trouve que nos outils de réflexion et d'analyse qu'on applique en tant que féministe, très souvent, on ne les applique pas en fait à Taylor Swift, comme s'il y avait un espèce de passe-droit et qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi sur elle, là où on va plutôt s'obliger à faire attention sur plein d'autres artistes. Elle, je trouve qu'elle cumule un peu... je trouve les biais négatifs au sens où déjà c'est une femme dans la musique, donc déjà voilà, c'est plus compliqué. Par rapport aux autres artistes féminines, pour moi, elle est vraiment celle qui subit le plus de traitements médiatiques négatifs, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des spéculations ou des images, des clichés, et pas sur des faits. Ou alors, en tout cas, on va mal interpréter ce qu'elle fait, jamais lui donner le bénéfice du doute, ou toujours voir tout ce qu'elle fait de manière négative. Et donc, c'est ça aussi que j'ai voulu explorer dans cette monographie que j'ai publiée l'année dernière. Donc, je le fais tout au long du bouquin, mais il y a notamment le chapitre 5 qui est très conséquent, où en fait ma théorie c'est que pour moi l'affaire Famous dont vous avez déjà parlé dans votre podcast, pour moi en fait c'était un peu inévitable qu'au bout d'un moment il y ait un retournement d'opinion contre elle, parce que moi de ce que je voyais dans mes recherches, parce que du coup j'ai lu, consulté des centaines d'interviews pour documenter ce livre-là, c'est qu'en fait on voyait que les tensions montaient depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire qu'à la fois elle a cette communauté de fans qui faisait que grandir et qui était à fond. En parallèle, je trouve se dresser en même temps une haine en fait contre elle, parfois assez aveugle, et qui a fini par prendre le pas au moment de l'affaire Famous. En tant que journaliste, je plaide aussi beaucoup pour la remise en question des médias. Comment est-ce qu'on parle notamment des figures féminines, puis aussi à ce que le public se questionne, parce qu'il y a quand même aussi, je trouve, une culture du bashing dans les communautés pop qui est toujours très présente, qui est très violente, qui est très néfaste, et qui en fait pour moi participe beaucoup à la misogynie ambiante. Mais je trouve que c'est une discussion avec laquelle les fans ont toujours beaucoup de mal encore aujourd'hui, parce qu'il y a souvent encore cette idée de rivalité féminine entre les pop stars, voilà, si tu fais partie de la Beehive de Beyoncé, tu peux pas être une Swiftie en même temps. Et en fait je trouve ça très dommage, parce que on devrait pouvoir juste apprécier plein d'artistes en même temps et pas se dire qu'il n'en faut qu'une à la fin. C'est une longue présentation pour essayer de situer mon travail et en tout cas ma méthodologie, l'endroit entre guillemets d'où je pars pour travailler, et ce que j'essaye d'apporter ma démarche. Franchement merci, c'était passionnant, rien que ça, franchement j'aurais pu t'écouter pendant encore une heure. Et en effet, donc on a parlé de tes 2 livres sur Taylor Swift, donc parus en 2024 et 2025, on les a là avec nous. Et franchement, on se disait avec Natacha, et c'est vrai, tu l'as dit, ce sont des livres conséquents, c'est des gros livres, il y a du travail, enfin vraiment, c'est hyper documenté. On se disait tout à l'heure avec Natacha, c'est un peu une bible, tu vois. On pourrait faire jurer quelqu'un avec la main dessus, porter allégeance au clowning, au nom de Benjamin, Meredith et Olivia. Franchement, ça marche très bien. Donc, c'est vraiment, gentil, merci. Et sincèrement, moi qui suis une Swiftie depuis le début et qui suis très documentée sur Taylor Swift, ça faisait longtemps que je n'avais pas appris des choses en lisant un livre sur Taylor Swift. Donc, merci. Trop cool. Ça me fait hyper plaisir, parce que c'était un de mes espoirs aussi en faisant ce bouquin, c'était d'apporter quand même des choses aussi aux Swifties très très déjà documentées et renseignées, et espérer quand même apporter des éléments nouveaux, un regard nouveau. Donc c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. On en parlait du coup tout à l'heure un peu en off, mais donc on voulait un peu aussi situer pour nos auditeurs ton parcours de Swiftie. Tu disais je suis arrivée avec Red. Et effectivement, oui. C'est vrai qu'on parle un peu comme ça maintenant en era ou en album. Aujourd'hui, il veut dire quoi pour toi cet album Red ? Pour moi, Red, ça reste un album très important, parce que l'anecdote que j'aime bien raconter aussi, c'est qu'il m'a aidé à ne pas me remettre avec
mon mec toxique de l'époque, que j'avais déjà essayé de quitter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, voilà, je repartais dedans. Et ça a été un peu une entrée vers un nouvel univers, parce que moi, à la base, je viens vraiment plutôt des scènes rock. Et rock indé, que j'écoute toujours d'ailleurs. Et en fait, j'écoutais très peu de pop quand j'étais ado, peut-être un chouïa de Katy Perry, un chouïa de Pink, mais Pink, en même temps, elle a quand même un côté très rock. Ça m'a ouvert à autre chose. Puis, j'écoutais pas beaucoup d'artistes féminines non plus. Et en fait, je pense que ça s'est conjugué au fait que dans ma vingtaine, parce que j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, en fait, quand j'ai commencé à écouter Taylor Swift, j'ai commencé aussi un peu plus à me renseigner sur le féminisme et aux biais sexistes dans la culture de manière générale, et à essayer petit à petit d'avoir un peu plus une démarche, en tout cas au moins de parité dans ma discographie. Et cet album, il reste très important pour moi parce que du coup, je l'attache à ce souvenir notamment de cette relation qui était ma première vraie relation vraiment importante pour moi, où j'ai été très très amoureuse, et je me suis pas mal identifiée en fait finalement aussi à elle à ce moment-là, où cette idée de jeune fille qui se prend ses premières vraies gamelles en amour et qui en même temps, et c'est ça moi qui m'a tout de suite plu dans ses chansons, c'est qu'elle demande des comptes aux hommes, elle les met face à leurs contradictions, face à leurs manquements, voire face à leurs mauvais traitements. Et puis très vite il y a eu un truc que j'ai trouvé très sympa chez elle, enfin c'était vraiment la grande époque où elle était beaucoup sur les réseaux sociaux, où elle se mettait vachement en scène avec ses chats. Elle était sur Tumblr, elle était beaucoup plus approchable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même quasiment plus le cas. À la fois, je la trouvais brillante, enfin voilà, des chansons qui restaient vachement en tête, capable de faire des gros singles pop et en même temps des ballades comme Begin Again qui sont beaucoup plus feutrées, mais qui sont très très belles. Et j'ai été très vite attirée par le phénomène aussi en tant que journaliste. Donc en fait, les deux se sont conjugués. À la fois le côté personnel, l'aimer voilà à titre personnel, et avoir mon œil de journaliste qui se dit cette meuf, elle est quand même très impressionnante et je la trouve passionnante. Que les deux sont vraiment mêlés aussi, parce que c'est vraiment à cette époque-là que je commence à faire mes études de journalisme et tout. Donc, elle est arrivée dans vraiment un moment où ma vie a eu un grand tournant. C'est les années qui ont commencé à me façonner telle que je suis aujourd'hui, à la fois personnellement, mais aussi professionnellement. Donc, c'est vrai que j'ai un attachement très fort à cet album, ouais. Très gros attachement autour de Red aussi. Hein. Oui, clairement. Oui, ouais. Puis c'est l'album de All Too Well, donc voilà. C'est marrant. Moi, à la base, j'étais un petit peu passée à côté. C'était pas la chanson qui me parlait le plus du coup dans l'album. Enfin, Red Taylor's version, je trouve absolument incroyable. Et puis voilà, la version de 10 minutes de All Too Well. Absolument incroyable, à la fois sur l'écriture, sur la composition, la mélodie, et puis voilà, elle est devenue l'artiste dont une chanson de 10 minutes a dépassé 1 milliard d'écoutes sur Spotify, a été numéro 1 des ventes aux États-Unis. Enfin, je trouve que ça témoigne de ses qualités, quoi, compositrice, et elle le vit, et c'est vraiment une chanson qu'on vit aussi en tant que public, pour l'avoir vu du coup sur le Eras Tour. D'entendre 40 000 personnes qui chantent Fuck the Patriarchy, y a quand même quelque chose d'exutoire et de très cathartique, quoi. Elle touche vraiment à quelque chose de profond dans l'expérience féminine, dans le cadre du patriarcat, en tout cas, dans le cadre de quand, en tant que femme, on a des relations hétéros. Et elle est trop forte pour ça. Puis elle l'a fait à un âge très jeune, quoi. C'est-à-dire, elle a été capable à un âge très jeune de formuler, d'avoir ce recul, ces critiques-là très fortes. Et puis ce qu'elle avait finalement déjà commencé, je trouve, avec Dear John en 2010 sur l'album Speak Now. Et ça, d'ailleurs, je le documente pas mal dans la monographie, où à cette époque, là où aujourd'hui, on a beaucoup plus, je trouve, d'empathie pour les artistes qui parlent négativement de relations qu'elles ont eues avec des hommes plus âgés. À l'époque, Dear John, elle a vraiment fait rigoler tout le monde, quoi. Je pense que si elle était sortie pour la première fois aujourd'hui, on n'aurait pas le même accueil. Mais ça témoigne aussi de son état. De toute façon, de manière générale, on prenait pas ces chansons au sérieux. C'est-à-dire, on prenait le phénomène plutôt au sérieux, mais ces chansons en soi, et je trouve que c'est encore souvent le cas aujourd'hui, malheureusement, chez les médias, c'est qu'on reste quand même en surface sur ce qu'elle raconte dans sa musique. Et c'est quand même très dommage, parce que c'est quand même le premier intérêt de la musique de Taylor Swift. D'ailleurs, elle dit qu'elle veut être reconnue comme étant une autrice de texte. Donc, ce qu'elle raconte dans sa musique, finalement, c'est peut-être ce qui est le plus important. Oui, c'est ça. Elle a toujours dit qu'elle se voyait avant tout comme une parolière, en fait. D'abord, c'était la poésie qui l'attirait, puis ensuite, rajouter le fait qu'il y ait une mélodie autour, une production, tout un package, une chanson, que ça a juste donné d'autant plus de force au texte. Et ça, c'est ce qui lui reste, c'est ce qu'elle dit toujours, qu'elle se voit toujours comme une parolière avant tout, quelqu'un qui est très attiré par les mots. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, elle a une grande intelligence émotionnelle, et que là encore, souvent, elle reste très incomprise là-dessus, où beaucoup de gens restent persuadés que c'est une fille qui fait que râler contre les autres et qui se remet pas en question, alors que c'est complètement faux. Dès ses premiers albums, on a des chansons où elle dresse un portrait quand même pas très positif d'elle, ou qu'il y a encore récemment d'ailleurs, c'est The Atlantic aux États-Unis, qui est un grand magazine
magazine de critique américain, parlait du dernier album de Lily Allen qui a beaucoup marché, notamment parce que elle dézingue son ex-mari dedans. Et dans l'article, il l'a comparé à Taylor Swift en disant justement, ce qui est bien dans la musique de Lily Allen, c'est qu'elle donne pas une image parfaite d'elle, contrairement à Taylor Swift. Et en fait, mais c'est faux, c'est juste faux. Ils sont jamais écouté Taylor Swift, c'est pas possible. Bah non, c'est ça. Et en fait, c'est souvent sur des choses comme ça, moi, qui m'agacent profondément et qui m'enragent. C'est qu'encore une fois, Taylor Swift, on l'emballe dans plein de clichés. Et même les journalistes, dont c'est pourtant le travail d'aller vérifier, de se renseigner, très souvent ne prennent pas la peine en fait d'aller vérifier. En fait, ils restent ancrés dans les clichés sur elle, mais ça perpétue à donner une image tronquée d'elle et de manière générale à alimenter la misogynie ambiante, parce que elle, on la caricature vraiment comme la meuf qui fait que râler contre ses ex. Et quand bien même si c'était le cas, qu'est-ce que ça fait en fait? Mais parce que c'est une femme qui le fait, ça nous dérange, et parce que elle se permet de le faire avec des hommes très connus, ça nous met encore plus mal à l'aise. C'est ça souvent que je défends en parlant de Taylor Swift, c'est qu'en fait elle n'est pas du tout lisse. Au contraire, justement, pour moi, si elle en prend autant plein la tronche, c'est parce qu'en fait ça dérange encore beaucoup et qu'on n'aime pas que les femmes racontent leurs expériences avec des hommes. Et en plus, elle, dans son cas, son ambition qui est très affichée et très assumée depuis toujours, d'avoir énormément de succès et que ses chansons plaisent à énormément de monde. Et là, pareil, ça irrite, quoi. Ça met mal à l'aise. Et je pense que c'est même le cas chez beaucoup de femmes, que ça met mal à l'aise aussi, parce qu'on a intégré cette idée que aussi, il faut prendre sur soi. Il y a ce côté, il faut pas jouer à la victime, quoi. T'as l'air faible, c'est un peu pathétique. Moi, je trouve que c'est très nocif. Ce qu'on appelle le post-féminisme, c'est ce courant de pensée qui pense que c'est bon, les combats féministes ont été gagnés. Enfin, un courant de pensée qui a vachement émergé dans les années 80-90 et qui a fait beaucoup de dégâts d'ailleurs et qui continue à en faire, et qui notamment s'est beaucoup battu contre ce qu'ils appelaient le féminisme victimaire. C'est ressorti pas mal dans les critiques autour de MeToo aussi, que faut que les femmes arrêtent de se plaindre, et qu'il y a un peu cette idée de c'est à toi de te sortir des mauvaises situations ou d'être assez intelligente pour ne pas te retrouver dans une mauvaise situation avec un homme. Et si tu te plains trop, ça met mal à l'aise. En fait, ça donne une mauvaise image de toi comme une victime, c'est pas bien. Enfin, le mot victime est très péjoratif, toujours. Et je pense que c'est pour ça qu'elle agace beaucoup. Parce que des gens, je pense, ont un point de vue post-féministe, mais sans le savoir. Et qu'il y a cette idée que faut arrêter de se plaindre tout le temps. Si t'arrive des choses négatives, c'est que tu l'as un peu cherché, c'est que t'es drama. Voilà, si tu te plains, c'est un peu pathétique, t'es un peu une géniarde. Et en fait, je trouve que c'est très réducteur, très sexiste, en fait, au bout d'un moment. Le message derrière, c'est tais-toi et n'en parle pas. Bah, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et tu t'en parlais tout à l'heure dans Dear John. On a fait un épisode aussi sur Would Have, Could Have, Should Have. Dans cette chanson, elle remet l'axe de la responsabilité sur John Mayer en lui disant, en fait, c'était toi l'adulte dans cette histoire. Tu étais pleinement conscient de ce que tu faisais. Voilà, c'est très intéressant de voir qu'on continue à avoir ce discours-là aujourd'hui sur plein de ses chansons, et on continue à lui reprocher ça, alors que, comme tu dis, elle est très intelligente émotionnellement, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans son écriture. Bah oui, parce que même dans Would Have, Could Have, Should Have, finalement, elle se remet elle aussi en question en disant qu'elle était attirée par cette souffrance. Mais je pense que c'est aussi une manière pour elle de pardonner à la jeune fille de 19 ans qu'elle a été. Et à 19 ans, voilà. Ce que je dis souvent sur Taylor Swift aussi, c'est qu'elle est le produit de sa génération, c'est une milléniale. On a grandi dans l'adolescence avec l'idée que le féminisme n'était plus nécessaire, et à nouveau toutes ces idées très sexistes de s'il arrive un truc négatif à une fille, c'est qu'elle l'a cherché, c'est qu'elle n'a pas été capable de se rendre compte. Toujours dédouaner les hommes et remettre la faute sur les filles. Et puis on nous a nourris avec des idées, des fantasmes très toxiques de ce qui était censé être l'amour. Et moi j'adore cette chanson. Pour moi c'est une de ses meilleures chansons. Elle est très belle et très puissante. Et ça d'ailleurs c'est une des choses que j'aime beaucoup sur ses derniers albums, c'est qu'elle revient sur des vieilles histoires. Je trouve que ça montre aussi à quel point elle est humaine. C'est pas juste aller d'histoire en histoire et puis fermer la porte derrière. C'est que parfois on peut être encore habité, travaillé. Et en vieillissant aussi, on se rend compte de certaines choses dont on n'avait pas conscience avant. Et je trouve que c'est la preuve ultime de son intelligence émotionnelle. C'est pour des choses comme ça que je me lasse pas de l'analyser, parce que je la trouve profondément intelligente et humaine et pleine de nuances. Tu parlais du coup justement de l'Eras Tour, donc tu y as été ? Oui, j'y suis allée. J'ai eu la chance de pouvoir assister aux 4 dates à Paris. En fait, avec 2 copines, on était vraiment sur le pont. C'était assez drôle. Bon, c'était la galère qu'on connaît, quoi. Et en fait, de nous 3, il y en a une qui s'est retrouvée bien dans les files d'attente. Il y a eu ça, et puis il y a eu, en fait, à un moment, je les soupçonne d'avoir remis en vente les packages VIP, parce que visiblement, les packages VIP ne se vendaient pas bien en Europe, parce qu'en Europe, on n'a pas trop cette culture très américaine, finalement, de payer des centaines et des centaines d'euros pour assister à un concert, quand bien même on aime beaucoup l'artiste. Et en fait, avec une copine, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des places qui étaient remises en vente, genre 2 jours plus tard, sans qu'il y ait d'annonce. Donc, on a réussi à avoir des places.
Et pour la dernière soirée, j'ai eu la chance d'être accréditée par, alors celle qui est toujours, j'imagine, mais je ne sais pas, parce que ça date d'il y a 2 ans maintenant, l'attaché de presse Europe de Taylor Swift. Et puis j'ai déjà eu voilà, de petits échanges, parce qu'elle m'avait aussi accréditée pour le concert Lover à l'Olympia, qui était très cool. Ça, je veux bien C'était te une croire. super soirée. Donc moi à ce moment-là, j'étais journaliste à Marie-Claire et j'avais été en contact direct avec elle. C'est elle qui m'a trouvée, c'est-à-dire que moi je n'avais aucune idée de l'existence de cette personne ni qu'elle avait quelqu'un qui gérait les relations presse Europe. C'est là que tu vois à quel point elle faisait une veille média quand même poussée, quoi. Bah, elle avait vu que j'avais déjà écrit pas mal d'articles sur elle depuis des années. Et elle m'avait même dit oui, on voit très bien qui vous êtes. J'étais genre mais ce qui finalement ouais, voilà, est très représentatif aussi de sa manière de gérer son image via certain management, quoi. Comme quoi, oui, ils font bien attention à qui écrit quoi, comment, et elle m'avait dit, bah non, mais c'est normal, voilà, on connaît ton travail. Et j'étais genre, mais c'est qui on Est-ce que Taylor Swift sait que j'existe? Non, mais bien sûr, j'ai pas posé la question, mais j'étais vraiment en mode, waouh! C'est pas impossible. Comme on sait qu'elle garde un œil, alors elle parle pas français, je ne crois pas en tout cas. Bah non, elle parle pas. Quand on sait qu'elle garde un œil sur ce que font ses fans, sur les réseaux, sur YouTube, Ouais. etc., ce serait pas impossible qu'elle ait pas checké ton nom et qu'elle ait dit oui, oui, wonderful, let's go. Peut-être. Rien que d'en parler, j'ai le palpitant qui s'anime. Ah. Ouais, en tant que journaliste, bon, j'essaie toujours quand même de garder la rigueur et voilà, on fait les choses de manière carrée. Bon, c'est aussi ça, quand tu es journaliste culture, c'est que tu es quand même là par passion. Donc, il y a quand même des gens, normalement, que tu admires et que tu serais complètement, comme ils disent en anglais, starstruck, complètement choqué de les, peut-être un jour, avoir un lien avec eux direct. Voilà. Tu lui dirais quoi, toi, Taylor, si tu la voyais? Moi qui attaque avec ma phrase en disant j'ai une copine qui est née le même jour que toi. Ouais. Et après, je pense que j'enchaîne avec du lac de raclette, Taylor. Do you want to do a raclette? Bah, déjà, je pense que je lui dirais merci parce que vraiment, elle m'a apporté énormément dans ma vie et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Moi, la première fois que j'ai écouté Folklore, j'étais en pleurs dans ma cuisine alors que, tu vois, bon, on est en 2020 aussi, il y avait tout le contexte du Covid, c'était vraiment une année à chier. Et l'album, en plus d'un seul coup, à titre personnel, réunissait vraiment mes 2 univers musicaux, donc la pop et le rock indé. Donc moi, j'aurais jamais osé rêver qu'elle collabore avec The National, avec Bon Iver. Elle m'a coupé la chic le jour-là. Ouais. Et puis pour donner des chansons hyper belles comme August par exemple, ou The One, ou Peace, enfin vraiment des chansons très 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 belles. Donc déjà, je pense que je lui dirais merci. Et puis tellement de questions que j'aimerais lui poser, enfin tellement, mais tellement. Mais bon, peut-être qu'un jour ça arrivera. Inch'Allah, comme on dit. Ouais, voilà, Inch'Allah, comme on dit, ouais, punaise. Ouais, faudrait quand même que j'arrive bien à prendre sur moi pour rester focus sur les questions que j'aurais à lui poser et pas me laisser voilà, trop emporter par l'émotion. Mais ma porte d'entrée, sinon, ça pourrait être mon chat qui s'appelle Taylor, pour elle. Que j'ai. Je pense que tu marques des points directs. Bah, en fait, à l'époque, je m'étais dit, je l'ai adoptée en janvier 2017, et je m'étais dit, bah tiens, elle a ce truc de donner des noms de personnages de séries télé ou quoi. Bah, et je me suis dit, bah voilà, Taylor Swift donne des noms de personnages féminins à ses chats. Pourquoi pas appeler mon chat Taylor? Et voilà. Excellent. Dans ta bibliographie aussi, on retrouve 2 autres livres hyper sympas. Alors, tu l'as dit, Féminisme et musique, et l'autre que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Popsta. Ah, trop bien! Qui est, je trouve, le petit livre parfait pour quelqu'un qui a juste envie de découvrir un peu les pop stars et qui s'y connaît pas du tout. C'est vraiment très bien fait. Par contre, j'ai retrouvé une coquille, Morgane. Ah! Et oui. Figure-toi que Taylor Swift est pas à la page 13, elle est à la page 16. Ça s'est joué à pas grand-chose alors. Ouais, ça fait pareil, 13, 16, mais c'est pas exactement. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah ouais, en fait, on les a mises par ordre chronologique. Donc, comme Beyoncé, forcément, a commencé sa carrière bien avant elle, bah, priorité à Beyoncé. Mais oui, c'est vrai, dites donc, j'avais pas fait gaffe, mais ouais. C'était une boutade. Mais oui, effectivement, on retrouve plein de cartes d'identité de plein de grandes pop stars, Madonna, Lady Gaga, Britney Spears, Beyoncé, et bien sûr en couverture Taylor Swift. Donc, voilà, c'est un très bon petit bouquin que j'ai adoré aussi. On voulait savoir aussi, dans cette réflexion, tu vois, d'écrire un livre sur Taylor Swift, pourquoi écrire une monographie et en quoi c'est différent d'une biographie? Ouais.
C'est une bonne question. Parce qu'en fait, moi-même, je pourrais être tout à fait transparente. Enfin, j'ai appris le terme monographie en bossant dessus. Et même une fois que c'était publié, au début, je le présentais plus comme une biographie. Après, je suis tombée sur le terme monographie, je crois, juste parce qu'il y avait des librairies en ligne qui avaient des rubriques monographie/biographie. Et en fait, l'idée d'une monographie, c'est que, entre guillemets, il y a le côté biographie, mais il y a l'idée de vraiment mener une étude poussée sur un artiste. Et donc, c'est l'idée de mener une réflexion assez poussée, avec un certain angle. Et donc, pas juste de, entre guillemets, retracer son parcours. Voilà, elle est née, elle a étudié là, puis elle a sorti tel album et tel album. Notamment parce que, à nouveau, ma démarche avec ce bouquin, c'est d'avoir une démarche féministe et journalistique, intéressée à elle, à la fois ses stratégies marketing et médiatiques, et en retour, ce que les médias disent d'elle. Parce que pour moi, il faut vraiment faire ce double effort de consort. Enfin, pour moi, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. À partir de là, on peut dire que c'est une monographie, plus entre guillemets qu'une simple biographie. Moi, mon envie, c'était d'essayer d'apporter ma patte et mon regard. Tu vois, en soi, j'ai fait énormément de recherches, mais mon idée, c'était pas d'aller parler à l'informaticien qui lui a appris la guitare. C'était plus vraiment à nouveau d'avoir ce regard analytique qui apporte autre chose. Et donc, du coup, à partir de là, c'est plus une monographie qu'une biographie. Et donc justement, tu es journaliste. L'idée de notre épisode, justement, aujourd'hui, c'est de discuter un peu du rapport de Taylor Swift aux médias, à travers sa discographie, à travers sa vie, mais les deux sont intimement liés. Si on te demandait, par exemple, de résumer en quelques mots la relation de Taylor Swift aux médias, qu'est-ce que tu dirais? Elle a un rapport aux médias qui est assez changeant, en tout cas. Là, par exemple, pour parler de la dernière actualité, The Life of a Showgirl, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle enchaîne les plateaux radio, ce qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps, et exclusivement au Royaume-Uni. Là, j'avoue que... Après, je me suis dit, est-ce que c'est pour éviter les sujets trop liés à l'actualité américaine? Peut-être qu'aux États-Unis, on lui aurait trop parlé de Trump et que elle avait vraiment envie de parler de son album et du Eras Tour avant tout. Je m'attendais pas du tout à ça, sachant qu'en plus, à ce moment-là, elle a annoncé son album dans le podcast du coup de Travis Kelce et de son frère. Là aussi, c'était complètement inattendu. En tout cas, on voit que depuis longtemps maintenant, c'est vraiment elle qui a la main haute, quoi. C'est elle qui décide avec qui parler, à quel moment. Et au point que, à nouveau, elle peut vraiment nous prendre par surprise, ou à nouveau, en plus, souvent, quand même, l'exercice de l'interview radio, c'est quand même assez souvent des interviews assez légères, il y a beaucoup d'humour, c'est pas genre le New York Times qui va te suivre pendant 3 jours, d'autant qu'elle s'était faite très rare dans les journaux, franchement, ces dernières années, où, par exemple, à part la une de Time Magazine, quand ils l'ont désignée personnalité de l'année en 2023, sinon, à ce moment-là, elle n'avait pas parlé, en fait, du Eras Tour dans aucun média. Elle avait fait une annonce dans Good Morning America, ça c'est une de ses habitudes. Elle a par contre une forme de fidélité, ça c'est vrai, envers les journalistes. Par exemple, Good Morning America, c'est une matinale, une des grandes matinales de la télé américaine, qui la suit depuis ses tout débuts. Ça a été la première grande émission nationale à l'interviewer quand elle avait 14 ans. Ils ont d'ailleurs récemment révélé l'interview en entier parce qu'avant, il n'y avait que des petits bouts par-ci par-là. D'ailleurs, j'étais dégoûtée parce que moi, je me suis éreintée à essayer de la trouver en entier en ligne. Elle était introuvable et puis finalement, ils l'ont mise en entier l'année dernière. Donc, par exemple, Good Morning America, Rolling Stone, elle a un très bon lien avec eux aussi, notamment leur journaliste Rob Sheffield qui a d'ailleurs aussi écrit un livre sur elle. Donc, il y a des médias comme ça auxquels elle est fidèle, où on peut penser aussi à Zane Lowe, qui est un ancien de la BBC et qui depuis des années maintenant est l'intervieweur pour Apple Music et qui l'interview quand même quasiment que des grosses stars, hein. Mais là aussi ça fait quand même un moment qu'elle lui a pas parlé. Par exemple The Tortured Poets Department, elle a pas fait de promo du tout. Aucune. Donc c'est là aussi que je trouve ça passionnant, c'est qu'on voit que ça change d'un album à l'autre. En fait, c'est vraiment en fonction de quel est son objectif à ce moment-là. Je pense aussi que DTPD, c'est un album tellement à vif de chair, de feu et de sang que elle n'avait pas envie de s'étaler plus. Je pense qu'elle voulait sûrement que l'album parle de lui-même. Et puis, c'était au milieu de cette tournée mondiale. Parce que déjà, quand même, il faut le rappeler, qui fait ça, hein, qui sort un album de 30 chansons en pleine tournée mondiale? Personne. En plus, ça amène à changer la setlist. Et surtout, quand elle a sorti l'album, elle était déjà dans une nouvelle relation. Donc, elle n'avait sûrement pas envie d'en reparler pendant 3 heures, de dire à quel point ça lui a brisé le cœur, etc. Bon, voilà, vous voulez savoir, voilà, c'est dans les chansons, allez-y. Débrouillez-vous. C'est clair. Et puis d'ailleurs, à ce titre-là, son interview de 2023 dans Time Magazine avait été très étonnante parce qu'on sentait qu'elle était un peu débloquée. Là où avec Joe Alwyn, ils avaient cet accord dont elle avait parlé de ne pas parler de l'un et de l'autre très peu en interview. Là, d'un seul coup, parler de Travis Kelce, puis où tu sens que elle a complètement changé d'avis sur
comment vivre sa vie amoureuse publiquement, où là finalement c'est l'inverse total, où ils ont décidé de pas se cacher, tant pis s'ils sont photographiés. Qu'elle disait j'ai vécu un peu caché pendant des années, je ne veux plus de ça. Et c'était une interview très étonnante là aussi, où on la sent dans une autre période de sa vie. Très joueuse aussi, un peu taquine, où elle dit voilà, à un moment elle pose la question Are you not entertained? Ne me dites pas que vous n'êtes pas divertis, ce qui est aussi une référence à Gladiator. Enfin, c'est un c'est easter intense, egg quoi. pour The Life of a Showgirl, tu sais. Oui, clairement. Oui, clairement, qui était clairement un easter egg. Donc ouais, et puis d'ailleurs, moi je me suis rendu compte aussi du coup, parce que comme je m'appuie beaucoup sur ces interviews justement pour ma monographie, et là notamment, je remercie les communautés de fans qui font un travail d'archive incroyable, parce qu'en fait, vous avez des sites de fans où en fait, vous avez des centaines d'articles scannés, quoi, tout simplement, qui sont rangés par année, par mois. Rien que ça permet de visualiser tout de suite à quel point sa stratégie média a changé, c'est-à-dire qu'au début, elle parlait vraiment à n'importe qui voulait bien lui tendre un micro. On sentait que l'idée, c'était vraiment, fallait être le plus visible possible. Donc, on y va. Et puis, petit à petit, on voit que ça commence à se resserrer sur des grandes publications. Par exemple, le New York Times ou le New Yorker ou encore un nouveau Rolling Stone dont elle a fait la couverture plusieurs fois. Et puis, ça se fait de plus en plus rare à mesure que les années passent. Donc ça, je trouve ça passionnant parce qu'on voit aussi que son rapport aux médias a changé et qu'à nouveau, c'est elle qui est en position de pouvoir, de toute façon, aujourd'hui. Je pense que moi, ce que j'ai entendu dire, par exemple, c'est qu'en France, elle a déjà refusé des couvertures. Il y a aussi à nouveau ce côté loyauté. Bon, je dirais pas quel média, mais on m'a déjà dit qu'un média, culture vraiment important, un hebdomadaire culture important, qui fait partie d'un gros groupe média, c'est pas Télérama. Ça, parce qu'on pourrait penser comme ça que je parle de Télérama, c'est autre chose que Télérama. Voulait l'avoir en couverture. Et son équipe a dit non, visiblement, de ce que j'ai entendu, parce que ils n'étaient pas assez présents de base. Il y a un peu ce côté où, en fait, si t'as pas pris le train en marche, tant pis, quoi. Et je vais pas vous aider à vendre de la copie parce que là, vous avez décidé que j'étais intéressante. Mais c'est vrai parce que si tu regardes, par exemple, Good Morning America que tu mentionnais tout à l'heure, Good Morning America fait partie de ABC Network et ABC Network est détenu par Walt Disney. Donc, quand on repense à les contrats qu'elle a en cours avec eux et la relation qu'ils écrivent dans le long terme, je pense que c'est pas par hasard qu'elle continue à s'adresser via Good Morning America, qui doit avoir un affect pour elle, évidemment. Mais il doit y avoir une raison aussi de stratégie derrière. Oui, bien sûr. Non, elle fait vachement gaffe à ça. Ou là, je réfléchissais, là où ça m'étonne plus, c'est Rolling Stone. Je trouve que là, ça fait longtemps quand même qu'elle leur a pas parlé. La dernière fois, c'est quand elle a partagé la une avec Paul McCartney pour un entretien croisé. Et ça, c'était à l'époque Folklore Evermore, donc 2020-2021. Donc ça commence à remonter un peu. De manière générale, c'est un média qui la suit, qui l'aime beaucoup. Rob Sheffield, c'est un Swiftie. Il est fan de ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle l'a invité. Elle a à son mariage. Avec lui, pourquoi il est sûrement invité à son mariage en vrai. Parce qu'elle a fait des blagues aussi là pendant la tournée promotionnelle de The Life of a Showgirl, ou je sais plus comment il s'appelle, le mec qui présente un talk show au Royaume-Uni. Graham Norton. Oui, Graham Norton, ouais, merci. Où elle lui a dit qu'il était invité à son mariage. Elle a ce truc quand même aussi de fidélité, entre guillemets, de récompenser les journalistes qui la suivent depuis longtemps et qui la respectent et qui aussi ne sont pas tombés, je pense, dans les pièges des périodes hyper négatives qu'elle a pu subir, où elle a vécu de cyberharcèlement et où moi, ce que je documente aussi beaucoup dans mon livre, il y a des médias très importants qui ont eu des propos hyper graves envers elle, quoi. Ce qui paraissent inimaginables, ou genre par exemple Forbes, ne serait-ce qu'à l'époque où elle sort 1989, donc vraiment elle fait son virage très net vers la pop. Forbes fait un article négatif, en gros en sous-entendant qu'elle est méchante, parce que du coup ça veut dire qu'elle a laissé tomber ses équipes qui la suivaient auparavant, et notamment son premier producteur Nathan Chapman, qui a produit ses 4 premiers albums. C'est hallucinant de dire ça. Personne ne penserait à dire ça sur un artiste masculin. Un artiste masculin peut bien tenter tous les styles musicaux dont il a envie. Personne va l'accuser de laisser tomber les producteurs avec lesquels il a bossé avant, et c'est pas sympa, quoi. Moi aussi, d'ailleurs, en bossant sur ma monographie, j'ai découvert énormément de choses. Et justement, ça m'a vraiment fait prendre conscience de la mesure des critiques très négatives sur elle et des biais négatifs. Et d'à quel point tout ce qu'elle faisait était vu comme méchant, perfide, mal intentionné, et que beaucoup de choses étaient sans cesse retournées contre elle. Ou ça, c'est aussi un exemple que je cite, quand elle se retrouve au tribunal face à cet animateur radio et DJ australien qui l'a agressé sexuellement lors d'un photocall. On a des médias féministes qui disent oui, ok, d'accord,
Elle se retrouve dans un procès pour agression sexuelle. Néanmoins, ça n'enlève pas le fait que son féminisme est bancal. Mais je trouve ça hallucinant de dire, tiens, c'est un angle journalistique que je vais défendre à ce moment-là. Ça rejoint ce que je disais au début d'épisode, où je disais que pour moi, même en tant que féministe, je trouve qu'on laisse complètement de côté notre habituelle empathie aussi qu'on a en général envers des figures féminines qui vivent des choses difficiles. Quand ça concerne Taylor Swift, là, d'un seul coup, non. Elle est complètement déshumanisée. Et là, c'est un peu tous les coups sont permis, quoi. Quand je suis tombée sur des articles comme ça, en faisant mes recherches, j'étais vraiment choquée. Puis de réfléchir aussi en tant que journaliste, où je sais que cet article, c'est que l'angle a été validé, le papier a été relu, il a été édité, et tout le monde s'est dit oui, allons-y, quoi. Enfin, un des articles les plus viraux sur elle qui a été écrit, c'était par le média Gawker, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était connu pour toujours faire des papiers très au vitriol sur la pop culture. Et ils avaient fait un papier en 2015 qui s'intitulait Taylor Swift is not your friend. Taylor Swift n'est pas votre amie. Et en fait, c'était pour critiquer le fait qu'elle invitait des mannequins, des chanteuses, des sportives sur scène pendant la tournée de 1989. Et cet article, rien que, je pense, à cause du titre, est devenu extrêmement viral. Et je pense a beaucoup participé à alimenter cette image négative d'elle qui a commencé à tourner, en fait, juste virer un peu au vinaigre jusqu'à l'affaire Famous. Des articles comme ça, il y en a plein. Ou par exemple, quand il y a eu l'affaire Famous, BuzzFeed, c'est vraiment le média qui incarne le mieux les années 2010 sur l'importance de la culture web dans la vie des milléniaux et dans notre manière d'appréhender le monde et la pop culture. Et ils font un article intitulé Taylor Swift a construit toute sa carrière sur le fait d'être une victime. Et ça passe, et le papier est viral, et en fait ne fait que ajouter de l'huile sur le feu. C'est bête, mais en fait à ce moment-là, on est 1 an avant MeToo. Si l'affaire Famous avait eu lieu post-MeToo, je pense que ça n'aurait pas eu la même lecture. Je pense quand même que le scandale aurait pu être moindre. En tout cas, on aurait moins douté de la parole de Taylor Swift, comme ça a été le cas à l'époque. Moi, à nouveau, en tant que journaliste, je milite vraiment pour ça, pour que les médias soient prudents sur leur manière de parler des figures féminines. Alors, souvent, dans ces cas-là, parce que bon, j'ai des gens qui sont pas d'accord avec ça, où on me renvoie à l'idée, mais alors ça veut dire quoi, par exemple, les figures d'extrême droite féminines, il faut les ménager. Alors, je ne parle absolument pas de ça. Je parle de Taylor Swift, une pop star qui n'a jamais posé de problème à personne, qui a été victime plusieurs fois de campagnes de bashing qui ne reposaient sur rien, envers laquelle on a de base une lecture très négative, parce qu'à nouveau, pour moi, c'est parce qu'on ne supporte pas d'avoir une femme qui fait des reproches de manière très publique à des hommes notamment. Et en fait, à nouveau, moi, ce que j'essaie d'alerter, c'est le fait que les gens n'ont pas du tout, je trouve, la même rigueur intellectuelle. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de mauvaise foi intellectuelle chez les gens qui vraiment approchent sa carrière et aussi son image avec toujours un point de vue négatif de base. Que des choses qui vont venir alimenter cette idée-là. En tant que journaliste qui est très attaché aux faits, c'est assez désespérant, et en fait c'est un peu aussi un de mes combats à ma toute petite échelle, à ma minuscule échelle. Les gens, je trouve, oublient la différence entre ce qui est de la spéculation et ce que sont des faits et l'analyse. Et je trouve aussi que Taylor Swift, c'est l'exemple le plus fort du fait que bâcher quelqu'un, on prend ça pour avoir de l'esprit critique. C'est une parfaite transition pour faire le lien justement comment on retrouve ça dans ses chansons et comment elle les réutilise. Et on se rend compte que parmi les premières chansons qui évoquent en tout cas cette masse médiatique dans la carrière de Taylor Swift, c'est dans l'era Speak Now qu'on a évoqué tout à l'heure, avec Mean évidemment, qui était en réponse à un critique. Alors lui c'était un critique musical, et clairement tu le dis dans le livre, l'era Speak Now ça a été un véritable tournant dans la carrière de Taylor Swift. C'est vraiment à partir de là qu'elle s'est mise à écrire avec des détracteurs en tête. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu plus ? Ouais, c'est une ère qui est très importante parce que, en fait, c'est le premier album où elle commence à écrire des chansons sur des hommes connus. Au sens, en même temps, elle-même, à ce moment-là, est déjà célèbre aux États-Unis. Donc, moi, c'est souvent ce que je dis à ce propos-là, c'est qu'en fait, ça s'appelle de l'endogamie, c'est-à-dire qu'elle sort avec des gens de son milieu professionnel et social, qu'elle se retrouve notamment à écrire sur John Mayer, sur Taylor Lautner, qui était l'acteur de la saga Twilight, avec lequel elle a des très bons rapports aujourd'hui. Et en fait, quand on regarde les critiques qui sont sorties à l'époque, des grands médias comme par exemple The Atlantic l'accusent en fait de justement jouer le jeu des tabloïds avec cet album-là. Et donc ils disent, on voit que clairement, elle fait exprès d'écrire sur ces histoires avec des mecs connus pour que ça fasse parler d'elle. Et donc à nouveau, c'est là que
bien sûr. Elle fait exprès. Elle fait exprès parce qu'elle sait que ça va faire parler. Et donc, à partir de là, où est sa sincérité artistique? Et donc, c'est là que l'opinion commence déjà un petit peu à se retourner contre elle, parce que sur ses 2 premiers albums, où elle parle en fait de garçons qu'elle a fréquentés au lycée notamment, on trouve ça assez mignon, un peu rigolo. Puis c'est une adolescente, donc on se dit, c'est un truc d'adolescent. Sauf que là, elle est majeure et elle continue à le faire. Non seulement elle continue à le faire, mais elle commence à le faire sur des hommes connus. Et là, d'un seul coup, on sent que ça commence à plus faire rire qui que ce soit et qu'on commence à trouver ça gênant, qu'elle instrumentalise en fait ces hommes-là finalement pour faire parler d'elle. Et donc, comme je disais par exemple tout à l'heure avec la chanson Dear John, qui est vraiment une chanson... dedans, elle appuie vraiment le fait d'être dans une relation où l'homme est beaucoup plus âgé qu'elle est très jeune, qu'elle a l'impression qu'il s'est moqué d'elle, qu'il a profité de sa jeunesse et de sa naïveté. Donc, c'est quand même des choses assez graves. Soit les gens prennent la chanson à la rigolade, soit ils l'accusent d'être méchante envers John Mayer. Et oh là là, quand même, regardez le portrait qu'elle taille de lui. Et on va demander du coup à John Mayer ce qu'il en pense, qui lui, en plus, de base, n'est quand même pas quelqu'un, je suis désolée, de très élégant, et qui... à ce moment-là, en fait, on remet une couche en disant qu'il a été vexé par la chanson, et d'ailleurs, lui-même en fera une. Je veux dire, c'est quand même gonflé. Lui-même ne fait que sortir avec des femmes connues. Il écrit sur les femmes connues avec lesquelles il sort, mais personne n'y voit de problème. Encore une fois. Double standard. Voilà, double standard qui est quand même gros comme une maison. Enfin là, c'est un double standard on ne peut pas le nier, en fait. C'est vraiment évident. Et donc, c'est terrible à ce moment-là pour elle parce qu'on sent qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'elle, en fait, elle se dit, je continue à faire de la musique comme je l'ai faite sur mes 2 premiers albums. Ce qu'elle défendait déjà sur les albums d'avant, c'est elle dit, en fait, si les hommes se comportent bien avec moi, je n'ai pas de raison d'écrire des chansons négatives sur eux. Et je pense vraiment que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'elle applique aussi cette logique-là à des hommes connus, parce qu'il y a cette idée quand même de... si tu es un homme connu, tu es censé être intouchable. On est quand même aussi beaucoup dans cette culture à l'époque de... les hommes connus sont intouchables. On sait un peu dans les coulisses comment les uns et les autres peuvent se comporter, mais aucun n'a jamais vraiment été inquiété de quoi que ce soit. Puis, à nouveau, pour moi, ça va avec ce contexte sociétal du post-féminisme où c'est cette idée qu'on se fait des hommes artistes qui sont forcément, voilà, c'est pas des mecs sérieux, c'est des mecs volages, c'est des mecs torturés. Enfin, eux, ils ont le droit d'être tout ça. Ils ont le droit d'être toutes ces choses négatives. Et donc, si des femmes décident quand même de les fréquenter, c'est qu'elles le font en pleine conscience et du coup, il faudra pas se plaindre derrière des conséquences. Donc, on sent qu'il y a quand même cette idée-là qui émerge. D'ailleurs, c'est un album qu'elle écrit toute seule parce que ces 2 premiers albums, elle les écrit en partie en collaboration avec une femme qui s'appelle Lise Rose, qui est une parolière professionnelle qu'elle a rencontrée à ses débuts et qui s'est prise un peu d'affection et qui a vu son talent très vite. Taylor arrivait avec des textes déjà faits et qu'en gros, elle l'aidait. Et donc, beaucoup de gens déjà sur ces 2 premiers albums disent mais c'est impossible qu'elle écrive elle-même ses textes parce que encore une fois c'est une très jeune femme, donc on estime que les très jeunes femmes sont débiles, déjà que les femmes de manière générale on leur prête pas beaucoup de cachet, mais alors les jeunes filles encore moins, et donc elle en a marre en fait de voir écrit partout que c'est clairement Lise Rose qui doit les écrire et elle doit ajouter des petits trucs par-ci par-là, et donc les gens inversaient la réalité. Et donc là Speak Now, elle se dit puisque c'est comme ça, je vais l'écrire toute seule, et donc c'est la seule parolière crédité sur l'album. Ça diminue son travail d'ailleurs, c'est-à-dire que en fait en disant ça, on enlève son talent d'écrire des belles chansons et de savoir composer tout ça, et ça diminue le travail, et ça encore on va dire un biais masculin de diminuer le travail des femmes. Complètement, parce qu'on ne va pas remettre en doute le fait qu'un jeune auteur-compositeur qui arrive avec sa guitare, personne ne va mettre en doute le fait qu'il écrit lui-même ses chansons. Personne ne va lui dire « Allez, dis-nous, est-ce que c'est vraiment toi qui écris tes chansons ?» Non, il n'y a que envers les artistes femmes qu'on a ce questionnement-là. Il y a ce côté aussi où si les femmes ont envie d'être des artistes, c'est forcément pour des côtés qu'on estime superficiels, genre se faire connaître, avoir plein de choses gratuites. On a du mal à penser que ce sont des réels artistes intègres qui ont une proposition artistique à faire au public. Elle se retrouve quand même à ce moment-là très jeune, à 19-20 ans. Elle sent qu'elle a déjà des choses à prouver, donc elle écrit ce 3e album toute seule. Et dedans, il y a aussi cette chanson Mine, où c'est la première fois qu'elle écrit une chanson vraiment adressée aux critiques. Elle est adressée à c'est un personnage un peu spécial aussi, Bob Leffett. Je crois que j'écorche un peu son nom, mais en gros, c'est un mec qui est dans l'industrie musicale depuis longtemps. Si je me trompe pas, je crois qu'il a été manager. Ça a été un des premiers à avoir l'idée de créer un blog en ligne sur la musique, où il raconte un peu les coulisses de ses rencontres avec des artistes, des dirigeants de majors, etc. Et visiblement, c'est un blog qui est beaucoup lu, qui est vu un peu comme une espèce de percée dans les coulisses de l'industrie musicale. Et cet homme a tendance à être très sévère envers elle. Après, par contre, c'est un fait, et je pense que c'est important de le dire, Taylor Swift
niveau chant, c'était pas terrible à ses débuts. C'est vrai. Elle chante souvent faux. Quand on écoute les premiers albums, voilà, moi. C'est limite. Les Taylor's version font du bien. Mais elle-même le dit en plus. Elle dit que oui. préfère que les gens limitent s'il faut d'un point de vue qualité de la voix. Il vaut mieux écouter les Taylor's version. Mais en fait, il y a une différence entre dire bon, il faut qu'elle travaille sur sa voix et la descendre à longueur de billets de blog. Et il a vraiment des billets de blog très violents. Et il faut se rappeler à quel point elle est jeune à ce moment-là. Par exemple, les Grammy Awards où elle fait un duo avec Stevie Nicks. Oui, elle chante faux, il faut le dire, c'est le cas. Mais néanmoins, là, à nouveau, je pense que si ça arrivait aujourd'hui, on serait beaucoup moins sévère. Il faut prendre aussi en compte le fait que c'est une toute jeune fille. Et donc, elle commence quand même à en avoir marre au bout d'un moment. D'autant que cet homme, Bob Levetz, elle a été en contact avec lui. Elle l'a eu au téléphone. Lui, il l'accuse aussi parfois de faire du playback lors de certaines prestations. Elle dit que non, c'est pas vrai. Enfin, et en fait, au bout d'un moment, elle en a marre, quoi. Et donc, c'est là qu'on voit aussi quand même, je trouve, sa force de caractère. Là où je trouve que vraiment, le cliché le plus faux sur Taylor Swift, c'est de dire qu'elle est lisse. En fait, pour moi, les gens font cette erreur-là parce qu'elle n'est pas dans l'hypersexualisation, que les gens voient comme le seul moyen d'être subversif. Alors que pas du tout, il y a plein de moyens de l'être. Et elle, dans son cas notamment, elle n'a pas eu peur, en fait, de s'attaquer directement à cet homme-là, même si elle n'a jamais explicitement confirmé que c'était lui, mais on se doute que c'est de lui dont elle parle, qu'avec cette chanson où elle l'attaque lui. Et pareil aussi, cette chanson-là, elle est reçue un peu moyennement, quoi, où on se dit un peu, elle se prend pour qui, en fait. À ce moment-là, cette jeune fille, à s'en prendre à un critique quand même assez suivi. Là où je trouve qu'elle a eu une bonne idée, c'est que le clip parle plutôt de harcèlement de manière générale et met en scène différentes situations de harcèlement, plutôt à l'école d'ailleurs. Donc ça change complètement un peu la vision finalement de la chanson, où là d'un seul coup c'est très facile de s'identifier parce que c'est aussi quelque chose qui caractérise quand même Taylor Swift. C'est qu'elle a été victime de harcèlement à l'école quand elle était petite. Elle a eu pendant une longue période du mal à se faire des amis. C'est quelque chose dont elle s'est jamais cachée, au contraire, qui a plutôt fait partie aussi de sa manière de se présenter au public. Et donc, je pense que le clip a permis un peu de contrebalancer le fait que cette chanson-là, de base, était adressée à un critique musical. Dans les critiques de l'époque sur l'album, que la chanson, on trouve que ça va un peu loin, quoi. Et qu'il y a un peu ce côté, c'est de bonne guerre, en fait, ma bonne dame. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, t'es artiste, il faut accepter les critiques en retour. Mais à nouveau, je trouve que les gens oublient beaucoup que elle était extrêmement jeune et que des gens disaient qu'elle ne méritait pas de faire carrière, qu'elle devait s'arrêter là. Enfin, en fait, on oublie la violence. C'est pour ça, je trouve justement, en tant que journaliste, que c'est important de faire un travail de documentation et d'archives pour rappeler ce qui se disait à l'époque. C'était il n'y a pas si longtemps, mais en fait, la violence était vraiment très présente, la violence verbale, en tout cas, dans la manière de la critiquer. C'est comme quand, l'affaire des MTV VMA en 2009, si on rappelle l'âge qu'elle a à ce moment-là, elle a que 19 ans, Kanye West, à ce moment-là, je crois qu'il a 35, 36 ans, ça donne une autre perspective aussi quand même. 19 ans, t'es encore un bébé, t'es même pas vraiment sorti de l'adolescence. Et les gens oublient ou ne savent pas en fait tout simplement à quel point elle a été énormément de fois traînée dans la boue et justement elle tient toujours. Je pense que c'est là aussi une de ses grandes forces et je pense que c'est ça aussi qui énerve beaucoup de gens. Enfin moi c'est aussi une de mes hypothèses. Je pense que beaucoup aimeraient que finalement elle finisse par péter un plomb comme Britney Spears a pu le faire de manière très légitime en 2007, sauf qu'elle ne le fait pas. Dans les interviews récemment, elle disait tout le monde me demande de m'arrêter pour qu'on puisse se rappeler à quel point j'étais géniale. Et elle dit mais moi j'ai pas envie. Je trouve ça génial justement qu'elle arrive à taper du poing en disant mais en fait j'ai pas fini de vous raconter des choses et je suis pas prête de partir. Oui, c'est ça, où elle dit notamment, on me dit qu'en gros, il faudrait que je laisse la place à d'autres, mais en fait, j'ai pas envie. Et c'est très fort de dire ça. C'est vraiment aller contre le statu quo. Et à nouveau, on a du mal à apprécier des femmes qui montrent une ambition comme ça, d'autant que là, on sent aussi à quel point elle a gagné en confiance en elle. On regarde le documentaire Miss Americana qui était sorti en 2020, qui la suit avant la sortie de Lover. Elle dit, je vais avoir 30 ans, je me doute que, en fait, là, ça va être un peu la fin de ma carrière petit à petit, parce que les gens en auront marre de me voir et que voilà, c'est une industrie qui pousse à toujours privilégier la jeunesse, les nouvelles artistes. Que finalement, 6 ans plus tard, elle se retrouve à dire, mais j'ai pas envie de m'excuser d'être là et j'ai encore envie d'être là. Ça dénote aussi du fait qu'elle a vraiment pris confiance en elle et puis c'est là aussi que ça en fait une artiste passionnante, c'est qu'elle s'est retrouvée à atteindre des sommets de popularité à plus de 30 ans. En tant qu'artiste pop féminine, c'est très, très, très rare. Et de continuer à sortir des albums qui se vendent énormément, voire de continuer à battre ses propres records de vente et de continuer à réussir à écrire des tubes d'album en album, c'est extrêmement fort. Alors qu'elle en est à son 12e album. Ça fait vraiment beaucoup d'albums. Madonna, à titre de comparaison, là, en 2026, donc elle va sortir à la suite de Confessions on the Dance Floor. Je crois que ce sera son 15e album. Alors qu'elle est beaucoup plus âgée que Taylor Swift. Taylor Swift en est déjà à son 12e. Enfin, de toute façon, de manière générale, depuis qu'elle a quitté Big Machine Records, on sent
qu'elle a beaucoup plus de liberté et qu'elle sort les albums comme elle a envie, quoi. Que clairement, Universal, Republic Records, ils lui laissent carte blanche, elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, ça marche. Si elle a envie de sortir un album par an, comme elle l'a un peu fait aussi parce qu'il y avait les Taylor's Version, eh bien qu'elle le fasse. Et là aussi, elle réécrit les codes de l'industrie musicale, où un album tous les 2 ans suivi d'une tournée. Là aussi, par exemple, moi, je pense qu'il n'y aura pas de tournée pour The Life of a Showgirl. Je pense que ça aurait été déjà annoncé. Nous non plus. Bah oui. C'est bon, quoi. La meuf, elle a fait 2 ans d'une énorme tournée où c'était des shows de 3h30. Mais là aussi, c'est très rare. C'est une des seules à pouvoir se permettre de sortir des albums sans qu'ils soient forcément suivis de tournée. Et là aussi, elle réécrit ce qui sont normalement les règles de l'industrie musicale. Du coup, en effet, on a quand même pas mal digressé de l'era Speak Now, mais après, on va balayer de manière assez rapide. En effet, il y a eu quelques chansons toujours sur un peu ce rapport aux médias. Sur Red, on pense à The Lucky One ou à Nothing New. 1989, pareil, on a elle, là, pour le coup, elle prend un peu le ton de l'ironie. Tu repenses à Shake It Off ou à Blank Space, où là, vraiment, elle vient se réapproprier le personnage que les médias ont créé. Donc ça, c'était quand même aussi très, très intelligent. Et puis, évidemment, on est un peu obligé de s'arrêter, non pas parce que c'est mon album préféré, mais parce que l'ERA le nécessite sur Reputation, parce que là, c'est quand même le moment où elle a repris le contrôle de tout ce qui avait pété autour d'elle. Donc, tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment le moment où on est arrivé à un point de non-retour et où, du coup, vraiment, les choses se sont brisées entre elle, les médias, le public. À ce moment-là, elle revient avec un album qui reprend vraiment le contrôle. Paradoxalement ou pas, elle ne fait pas d'interview pour cet album non plus à ce moment-là, parce qu'elle dit il n'y aura pas d'explication, il n'y aura que la réputation. On pense évidemment au Reputation Stadium Tour qui commence par les voix des journalistes qui la critiquent. C'est évidemment pour moi très intelligent, mais peut-être que toi, en tant que journaliste, tu as une autre vue là-dessus, je sais pas. Parce que tu as écrit un truc dans ton livre qui est une des phrases que j'ai notées, que j'ai trouvé vraiment la plus juste en parlant de sa réputation. Tu écris, comme souvent en ce qui concerne sa réputation, les spéculations supplantent les faits. Et j'ai trouvé ça hyper juste et en effet, ça vient corroborer tout ce qu'on dit depuis le début de cet épisode. Mais évidemment, c'est quand même une période assez charnière dans son rapport aux médias. Oui, c'est une période très importante, la période Reputation. En plus, c'est un album qu'elle annonce très tard. Elle commence à le teaser en août. On le sait, par exemple, ça a été la première à avoir cette idée de supprimer tous ses contenus sur les réseaux sociaux, aux grandes dames des fans, même si on peut trouver très facilement tous ses posts. Heureusement, à nouveau, grâce au travail d'archives des fans chevronnés. Et puis, c'est pour la première fois, elle décide de ne pas parler de cet album aux médias. Donc, elle n'accorde aucune interview. Et donc, elle a cette catchphrase qui est forcément aussi un outil marketing pour vendre l'album, qui est il n'y aura pas d'explication, ne restera que la réputation. Et ça, c'est un move très fort à ce moment-là. Justement, je pense qu'elle veut montrer aux médias, vous avez été nombreux à vous retourner contre moi, je vais vous montrer que j'ai pas besoin de vous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'album a extrêmement bien marché, la tournée a extrêmement bien marché. Moi, je me souviens à l'époque, beaucoup de journalistes disaient de toute façon, Taylor Swift, maintenant c'est fini. Voilà, 1989, ça aurait été le gros succès de sa carrière parce qu'elle en a vendu 10 millions d'exemplaires, parce que Shake It Off en a fait une pop star mondiale. Maintenant, ça va forcément aller comme ça, quoi. Et en fait, alors bien sûr, Reputation ne s'est pas autant vendu que 1989, mais le public a été au rendez-vous. Puis elle a gâté le public aussi. C'est aussi pour ça que le public reste. C'est parce qu'elle est très productive, elle fait attention aux moindres détails, elle sort des clips qui sont très réfléchis, avec beaucoup d'easter eggs, beaucoup d'indices, qui sont très riches symboliquement. Et elle décide de pas parler aux médias. Moi, à l'époque, j'ai trouvé ça très culotté. En plus, elle va jusqu'à parodier les médias en sortant des faux magazines qui accompagnent l'album dans sa version de luxe, où elle fait exprès d'avoir des titres de une très racoleurs, très accrocheurs, et puis qui à nouveau vont dans ce truc de tabloïd. Je crois qu'il y en avait un sur ses chats aussi. Qui est le père de Meredith? Et en fait, là aussi, je trouve qu'avec Reputation, elle est en avance un peu sur son époque parce que MeToo arrive en 2017, en octobre, et c'est vraiment un déferlement. C'est un déferlement qui arrive d'un coup, du jour au lendemain, avec l'enquête sur l'affaire Harvey Weinstein. Et puis le fait, voilà, comme tu le disais, que les concerts du Reputation Tour commencent avec des critiques de journalistes télé qui racontent n'importe quoi en plus. C'est clairement un doigt d'honneur envoyé aux médias, cet album-là, même si à nouveau... moi, je le vois quand même limite plus parfois comme un album d'amour parce que elle raconte quand même beaucoup les débuts de son histoire avec Halloween. C'est exactement ce qu'elle dit tout le temps. Bah oui, c'est quand même c'est un album d'amour quand même, alors qu'il est emballé dans le truc très fierce de voilà Reputation, nanana. Mais en vrai, c'est un album très beau d'ailleurs. On sent qu'elle passe aussi un cran, je trouve, en écriture dans cet album avec des chansons comme Call It What You Want par exemple, qui est vraiment une chanson justement pour celle qui a toujours voulu à tout prix maîtriser son image. Là, tout s'est effondré.
Et là, elle a un peu ce côté lâcher prise de dites ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je ressens, je sais ce que je vis et c'est ce qui compte. Et c'est ce à quoi je vais vraiment m'accrocher aujourd'hui et je vais laisser tomber. J'ai trouvé ça très fort à l'époque qu'elle fasse ça. Ça a préfiguré aussi une tendance, c'est-à-dire que de manière générale, en fait, aujourd'hui, l'exercice du journalisme culturel est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. Enfin, c'est un gros sujet, par exemple, au sein du journalisme, c'est que c'est devenu très difficile d'avoir accès aux célébrités. Et c'est devenu très difficile d'avoir accès à elles d'une manière qui soit vraiment où il y a le droit à l'analyse, à les pousser un peu dans leur retranchement. Aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose de très consensuel de manière générale. On voit, voilà, notamment par exemple les stars de cinéma, elles enchaînent des journées presse où elles font des petites interviews de 5-10 minutes où l'idée c'est de plutôt chercher des séquences qui vont faire rigoler. Je pense que pour elles, c'était une prise de risque aussi quand même parce qu'elles travaillaient quand même beaucoup de consorts avec les médias à réfléchir, voilà, quelle couverture je vais faire, quelle à qui je vais parler, à qui je vais donner exclusivité, etc. Et là, d'un seul coup, on sent aussi que je pense qu'elle en a marre, en fait, à ce moment-là. D'ailleurs, on peut voir aussi dans ces interviews de l'époque 1989 où c'est l'époque où elle commence à se dire féministe, où elle commence à pointer du doigt les doubles standards sexistes dans l'industrie musicale, qu'elle en a marre de certaines questions qu'on lui pose, qu'on la remette en question sur le fait que fasse des reproches aux hommes dans ses chansons, mais qu'on questionne pas Ed Sheeran ou Bruno Mars. C'est souvent les deux exemples qu'elle cite à cette époque-là, qui eux aussi pourtant écrivent sur leur vie privée et personne ne trouve ça problématique. Reputation, je pense que ça lui a prouvé aussi qu'elle pouvait vraiment reprendre le contrôle sur son image et que le public était toujours là, toujours présent, était prêt à la suivre malgré tout le scandale et malgré le fait qu'elle avait presque disparu depuis 1 an. Et je pense que c'était une idée de génie aussi, finalement, de décider de ne pas accorder d'interview parce que c'est elle qui reprend le pouvoir à ce moment-là. Elle se doute que si on allait l'interviewer à ce moment-là, c'est ce qu'elle dit aussi, il y avait aussi le contexte de la campagne de 2016, la campagne présidentielle. Elle voulait pas qu'on l'interroge sur ça, elle voulait pas qu'on l'interroge sur Kanye aussi, de manière générale. En fait, elle avait peur que ça éclipse son album parce qu'elle, quand même, avant tout, ce qu'elle veut, c'est parler de musique quand elle s'adresse aux médias, même si ça a pu arriver notamment lors de l'ère Lover. C'est là où elle commence à parler de politique et de phénomènes de société. En tout cas, on voit qu'elle s'est permis de le faire avec Reputation et elle s'est à nouveau permis de le faire, par exemple, avec The Tortured Poets Department. Même avec Folklore et Evermore, elle n'avait pas donné énormément d'interviews. Elle n'a pas été énormément présente. Elle a parlé à Zane Lowe, elle a parlé à Rolling Stone, mais elle n'a pas sursaturé l'espace médiatique où, comme je dis, par exemple, dans le bouquin, je trouve que, par exemple, Aaron Dessner a été beaucoup plus mise en avant qu'elle pour promouvoir Folklore. Je ne sais pas si c'était une volonté aussi à elle de sa part de plutôt le mettre lui en avant. Moi, j'ai trouvé ça au bout d'un moment un petit peu gênant parce que finalement, ça l'éclipse elle. Mais à nouveau, je pense que c'est du snobisme culturel. Personne ne s'attendait à ce que Aaron Dessner, qui est vu comme un producteur très respecté, qui vient des scènes rock indé, qui sont vues comme de la vraie musique, entre guillemets, daigne travailler avec Taylor Swift. Alors qu'en fait, c'est là que tu vois la marque aussi des artistes intelligents. C'est que lui, quand elle lui a écrit, il était genre, mais mon Dieu, mais oui, en fait, tout de suite. Il s'est pas pincé le nez, mais parce que souvent, je pense que les artistes sont beaucoup moins snobs que le public et les critiques. On le voit, sa popularité, elle a explosé. En fait, ça qui est fou, c'est qu'elle était déjà extrêmement populaire, mais sa popularité est devenue encore plus grande avec Folklore Evermore parce que je pense qu'elle a attiré plein de gens qui de base se pinçaient le nez à l'idée d'écouter du Taylor Swift. Et puis juste écoutez pas, en fait. Tu t'es dit, c'est pas pour moi, c'est par méconnaissance, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que c'est dommage parce que souvent, je pense que beaucoup de gens pourraient aimer, mais se l'autorisent pas parce qu'à nouveau, il y a ce côté snob dans notre rapport à la musique, notamment, quand même beaucoup. Ça a forcément permis à des gens de, entre guillemets, sauter le pas. Enfin, moi, j'ai des copines autour de moi où elles sont arrivées à Taylor Swift par Folklore Evermore. Parce que c'était plus facile pour elle d'y arriver par ce biais-là, quoi. C'est vrai que quand on fait le tour un peu des chansons qu'on a évoquées, qui traitent autour des médias, on peut repenser aussi très rapidement à The Man, qui parle du double standard. Sur Folklore Evermore, assez peu de chansons finalement autour des médias. Et après, avec Midnight, avec Titi Piddy, on revient au sommet de sa popularité. Sur Titi Piddy, on pense à plusieurs chansons comme Who's Afraid of Little Old Me et The Albatross, où on a cette recherche les médias, c'est eux qui me scrutent. Donc c'est assez intéressant. Ce que je voulais aborder avec toi, parce que du coup, c'est le dernier album, The Life of a Showgirl, où on recommence à toucher vraiment de doigt la thèse dans plusieurs chansons. La première pour laquelle j'aurais voulu échanger avec toi, c'était Elizabeth Taylor, qui est vraiment, je trouve, un bel exemple de la reprise de la narration de Taylor Swift, en prenant un autre exemple d'une autre célébrité qui, elle aussi, a été condamnée et scrutée pour ses relations amoureuses, alors que c'était une pionnière dans son milieu
du cinéma. Du coup, dans la manière dont elle écrit cette chanson, elle dit They say I'm bad news, I just say thanks. Ce qui est génial, c'est qu'elle arrive à retourner une autre célébrité, une autre situation pour pouvoir se reproclamer de son côté. Et voilà, je voulais en parler avec toi parce que je voulais savoir ce que tu en avais pensé aussi de cette chanson. J'avais fait une vidéo là-dessus. En fait, Taylor Swift, elle est clairement fascinée par les figures féminines, soit de la culture américaine de manière générale, mais aussi de la jet-set américaine, qui ont été maltraitées. Clairement, on sent qu'elle se sent liée à ces femmes-là, au sens, voilà, à nouveau, elle a subi plein de fois des campagnes d'humiliation et de lynchage hyper violentes, notamment par rapport à sa vie privée et sa manière de gérer sa vie privée. Et donc, Elizabeth Taylor, j'ai trouvé que ça lui ressemblait très bien. Elizabeth Taylor, on s'est beaucoup moqué d'elle parce qu'elle a été mariée, je crois, 8 fois. Enfin, elle a vraiment eu un nombre important de mariages. Et donc, on se moquait beaucoup d'elle à l'époque en disant, voilà, que c'était quelqu'un qui n'était pas capable de garder un homme. Tiens, les mêmes reproches qu'on a fait à Taylor Swift aussi, voilà, à partir de 2010-2012. Hein, c'est vraiment ça qui a commencé à sortir aussi à cette époque-là. Où, en fait, moi, je la mets dans la même lignée que The Last Great American Dynasty, parce que pour moi, ça rentre dans cette idée à nouveau de ces femmes qui à la fois ont été des stars, des femmes très privilégiées, mais qui l'ont payé en étant roulées dans la boue. Ou c'est comme sa chanson Clara Bow. Pour moi, je la relie aussi à Elizabeth Taylor. Clara Bow, en plus, c'est d'autant plus net où elle parle d'elle. Clara Bow, une des premières, on va dire, vraiment figures féminines d'influence auxquelles les femmes ont eu envie de ressembler et qui a été traînée dans la boue aussi, donc qui a été beaucoup lynchée et insultée et qui a fini d'ailleurs sa carrière assez rapidement. On sent qu'elle se sent reliée à ces femmes-là, parce qu'à nouveau, elles ont ce point commun d'être des stars et d'être maltraitées parce qu'elles sont des femmes dans la lumière et qu'on n'aime pas ça, et qu'on a besoin de détruire les femmes qui sont dans la lumière. Et du coup, Elizabeth Taylor, à la fois, c'est une chanson de résilience aussi, parce que elle revendique quand même un style de vie très glamour, donc du coup, elle est beaucoup piochée dans la vie d'Elizabeth Taylor. Il y a différentes références. On sent qu'elle a un peu bossé sur le sujet, et en fait, ouais, ça m'étonne pas, et en même temps, je pense que c'est sa manière aussi de participer à cette prise de conscience collective de ces femmes qui ont été maltraitées, mais aussi de dire ce serait bien qu'on en tire des leçons en fait, sauf qu'on ne le fait toujours pas. Moi, ce que je dis beaucoup aujourd'hui, c'est que pour moi, dans 10-20 ans, on aura aussi un mea culpa, je pense, collectif envers Taylor Swift, en se rendant compte qu'en fait, on l'a souvent traînée dans la boue pour rien. Et je trouve qu'Elizabeth Taylor, finalement, elle résume bien sa carrière à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à la fois être dans le Eras Tour, qui s'avère être la plus grosse tournée de l'histoire de la musique, et en même temps continuer à être bâchée dans les médias. Tu vois, par exemple, je suis allée à New York en 2024. Donc, à ce moment-là, c'était en octobre 2024. Donc, la tournée n'était pas encore tout à fait finie. Elle était sur la fin. J'arrive à l'aéroport de Newark. Un des premiers trucs qu'on voit en arrivant, c'était des magazines People où elle était en couverture avec Travis Kelce qui performait mal à ce moment-là et où c'était marqué elle le concentre, voilà. Et en fait, c'est sans fin, quoi. C'est vraiment sans fin. C'est terrible. Et c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai vu en arrivant à l'aéroport de Newark, que j'étais genre, mais bon, ok, super. Après, tu sais, si jamais ils font des enfants et qu'ils décident de faire leur wishlist, on va lui reprocher de ne pas être avec ses enfants ou de ne pas leur donner une vie correcte. Enfin, tu vois, je veux dire, oui. Quoi qu'il arrive, elle fera toujours mal pour le public. Oui. Enfin, en tout cas pour les médias. C'est vraiment... Ça, c'est un des fils conducteurs de mon travail jusqu'à présent, c'est que peu importe ce que font les pop stars, ça ne va jamais. Donc, même là, en fait, un truc qui a pu m'agacer, c'est que des critiques ont pu dire ah ben voilà, là, elle sort un album chiant parce qu'elle est amoureuse. Mais attendez, parce que d'habitude, ça, un grand truc qui la caractérise aussi, c'est que les gens jugent toujours à l'emporte-pièce ses albums, depuis toujours. Peu importe l'album. Ça aussi, c'est un des fils conducteurs que j'ai remarqué à force de me documenter sur comment les albums ont été reçus à chaque fois. C'est que les gens jugent à l'emporte-pièce, sauf que ce qui reste derrière, c'est que c'est des albums qui marchent très bien, voire très, très, très bien pour certains, et qui finit toujours par avoir plusieurs chansons qui marquent durablement soit la pop, soit même sa communauté de manière générale. Et c'est ce qui s'est passé avec The Life of a Showgirl, où c'est parti dans tous les sens d'allusions nazies, enfin des trucs qui n'avaient aucun sens, vraiment. Enfin, au sens, c'est pour ça que je parlais de mauvaise foi intellectuelle, c'est que les gens lui cherchent des poux, en fait, là où il n'y en a pas, et qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient de la théorie du complot. On n'est plus dans l'analyse, on est dans la théorie du complot, parce que le but, c'est de démontrer qu'en fait, elle est démoniaque. Et oui, je m'attends à ce que si jamais il s'avère qu'elle a des enfants, on va trouver des choses à lui reprocher, comme on l'a fait auparavant avec d'autres artistes. Voilà, Britney notamment, oui. Britney, c'est ça pour moi qui a brisé sa carrière, c'est qu'elle est devenue maman et qu'elle a été encore plus scrutée à ce moment-là, et que ça a participé au fait que
ah bah une jeune maman n'est pas censée se comporter comme ça, et qu'après elle s'est retrouvée sous tutelle quand même, et personne n'a trouvé ça bizarre. Après, ça a été quand même assez démonté, le fait qu'il y ait eu des accusations justement qui partaient dans tous les sens. Il a quand même été avéré qu'il y avait eu une campagne de bots assez puissante dans le web. Ouais. Oui. Bah, d'ailleurs, moi, de mon côté, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais j'ai contacté, en fait, parce qu'il y a une étude qui est sortie d'un cabinet, justement, de consulting, en analysant 24 000 posts. On remarquait qu'il y avait clairement des bots qui ont œuvré à répandre toutes ces théories du complot sur le fait qu'il y avait des allusions nazies dans l'album. Parce qu'en fait, les gens ensuite disaient comme par hasard, cette étude, elle sort au moment où commence à sortir la série docu sur le Eras Tour, donc c'est forcément un coup marketing. Et puis, c'est Rolling Stone qui relaie l'étude. On sait très bien que Rolling Stone, ils sont très cléments avec elle. Ils sont pro-Taylor. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, je vais faire mon taf de journaliste, je vais contacter les gens et je vais poser des questions. Et donc, j'ai contacté cette boîte pour leur demander d'où sort cette étude, pourquoi vous l'avez faite. Et j'ai contacté aussi Rolling Stone, le journaliste qui a relayé cette étude dont ils avaient l'exclusivité. Parce que c'est terrible, en fait, les gens sont dans les théories du complot à fond en ce moment sur les pop stars, notamment sur elles, et voient le mal partout. Parfois, c'est bien intentionné. Je pense que le Trumpisme aussi nous rend tous parano, et c'est leur but, en fait. On perd du temps sur des histoires comme ça, au lieu de vraiment s'intéresser à des choses très concrètes qui ont lieu. J'avais fait 1 ou 2 vidéos, du coup, sur ça, sur le fait que j'avais écrit à cette entreprise et le journaliste de Rolling Stone, qui me disait, mais en fait, personne n'a commandé l'étude, c'est le cabinet qui l'a fait de lui-même. Leur travail, c'est de faire des études, justement, pour des clients sur leur e-réputation. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, tiens, là, il y a beaucoup de discours en ligne autour de Taylor Swift, on va jeter un œil. Et puis pour eux, c'est clairement une manière de faire parler d'eux et de leur service. Ils avaient proposé à Rolling Stone d'en parler parce qu'effectivement, Rolling Stone couvre de manière très extensive le travail de Taylor Swift. Et en l'occurrence, ils se sont adressés à un journaliste dont l'une des spécialités, c'est de couvrir les théories du complot en ligne. C'est plus facile pour beaucoup de gens de se dire que c'est Taylor Swift, la manipulatrice, qui orchestre tout dans les coulisses et qui a forcément payé cette étude et payé Rolling Stone. C'est intéressant parce que quand je réfléchissais aux chansons qui traitaient des médias dans la discographie de Taylor, il y en a une qui m'est venue sur la fin et que j'avais pas du tout en tête, et c'était The Life of a Showgirl, justement, où en fait elle parle beaucoup de la célébrité, mais aussi je dirais peut-être que ça en dit long sur le fait que Taylor ait mis cette chanson en titre de l'album, et ça en dit long sur son état d'esprit aujourd'hui. On le voit, je pense que tu les as vus aussi dans les docu-séries qu'on a vues sur Disney+ avec les Eras Tour. Il y a vraiment 2 Taylor. Il y a Taylor Swift, la showgirl, avec le persona qu'elle a vraiment créé, qui existe aux yeux du public, et donc à la merci des médias aussi, clairement. Et puis il y a Taylor, qui a 36 ans, qui est plutôt rigolote, qui aime bien sortir avec ses amis, qui fait du pain, et dont le métier, c'est d'être une showgirl. Dans la chanson, elle dit But that's not what showgirl gets. They leave us for dead. Donc ils nous tuent, quoi. Vraiment, ils vont prendre tout ce qu'on a pour nous vider jusqu'à la fin, quoi. Ouais. C'est une des choses que j'ai beaucoup aimé dans cet album, c'est qu'à nouveau, elle a pris les gens par surprise. C'est-à-dire que les gens s'attendaient à un album qui allait être extrêmement glamour, qui allait parler de sa vie sur le Eras Tour, et que ça allait être strass et paillettes. Et comme d'habitude avec Taylor Swift, il y a toujours un versant assez sombre où en fait elle vient dénoncer la manière dont les femmes sont reçues dans l'espace public, et notamment ce qu'elle dit en filigrane en fait de cet album, que ce soit avec la chanson titre, avec la chanson Elizabeth Taylor, aussi un peu quand même avec Eldest Daughter, on peut y penser, ou bien sûr la chanson Father Figure. C'est qu'à nouveau elle continue à dénoncer le fait que les femmes sont maltraitées dans l'industrie du divertissement et qu'elles sont utilisées et ensuite jetées quand on estime que on a pris d'elles tout ce qu'il y avait à prendre, quoi. Et moi c'est ça qui m'a beaucoup plu finalement dans cet album, c'est que malgré le fait qu'elle est au sommet, elle continue à utiliser sa voix et à son influence finalement, en tout cas sa position privilégiée, pour continuer à dénoncer les rouages de l'industrie du divertissement et notamment de l'industrie musicale. Je veux dire, Father Figure, qui est très clairement, je pense, une chanson inspirée de Scott Borchetta, c'est de montrer comment tu te sens réduite à des tas de choses, quoi. T'es un atout, mais t'es finalement déshumanisé, et puis finalement t'es pas forcément respecté en tant qu'artiste non plus. Et moi je trouve ça super qu'elle continue à dénoncer ça, parce que c'est très rare de le faire. En général, quand les pop stars s'affirment, c'est plutôt contre le public ou contre les critiques, effectivement, dont on a beaucoup parlé. Mais il y a quand même aussi, bien sûr, tout ce qui se passe en coulisses dans l'industrie musicale, où on voit même, finalement, là on avait l'impression qu'elle avait, je pense, une carrière un peu dorée avec Big Machine Records qui lui déroulait le tapis rouge. Mais en fait, quand on regarde réellement ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, ça avait l'air d'être vraiment difficile, quoi. Où elle a dû se battre pour imposer de passer à la pop. C'est ce qu'elle a dit récemment, c'est qu'elle devait se battre pour la moindre idée.
Et au-delà de ça, voilà, on sait ce qui s'est passé avec ces albums qui ont été vendus. Elle dit à son insu et tout. Et comme tu dis, quand on regarde vraiment la chanson titre The Life of a Showgirl, je trouve que ça parle bien de ce mélange d'attraction-répulsion envers la célébrité qui est, oui, tu as envie du stress et des paillettes, mais malheureusement, on va essayer de te réduire à l'état de choses qui est instrumentalisé, manipulé, et il faut être prête à ça, et il faut être prête à pas se laisser faire. Mais elle continue à nouveau, en fait, à dénoncer un système. C'est ça que je trouve super chez elle. Et pas l'idée juste de, non, il suffit d'avoir vachement confiance en soi et pas se laisser faire pour que ça marche. Je trouve que la pop a beaucoup pris le côté ego trip. À nouveau, pour moi, ça rejoint cette idée de post-féminisme où il suffit d'avoir un fort caractère pour pas se laisser marcher dessus. Et en attendant, on oublie les violences systémiques qui sont toujours à l'œuvre. Taylor Swift, elle continue à le dénoncer. Et on a vu d'ailleurs des artistes comme Olivia Rodrigo qui ont pu dire que c'était en voyant son cas et en étant inspirée par elle qu'elle s'est battue pour être propriétaire des masters de ses albums. Enfin, ça contribue quand même à changer les choses. Ou en tout cas, ce que je dis beaucoup, c'est qu'elle a vachement fait en sorte d'éveiller le public à ces sujets-là. Parce que nous, en tant que public, on peut se dire, on a un truc un peu passif on se renseigne pas vraiment sur comment ça se passe. Et en fait, c'est une industrie de charognard, l'industrie de la musique. Moi, je trouve ça super qu'elle fasse un peu ce travail finalement de mise en garde et de pédagogie aussi à travers sa musique depuis un moment maintenant. Un discours qu'elle avait donné pour les Billboard Music Awards, qui l'avait désignée femme de la décennie en 2019. Et une grosse partie de ce discours qu'elle a prononcé en 2019, c'était pour dénoncer les doubles standards sexistes de l'industrie musicale et son envie que l'industrie de la musique soit moins violente envers les femmes, que les femmes aient plus d'amplitude, qu'il y ait plus de femmes dans des postes à responsabilité. À nouveau, c'est quelqu'un, elle pense pas qu'à elle, quoi. Au contraire, je trouve que depuis qu'elle a commencé à parler de ces sujets-là, c'est toujours dans une perspective globale pour essayer de profiter aux nouvelles générations. Donc, dans ton livre, ta monographie qui est vraiment consacrée à Taylor Swift, on l'a dit, tu consacres tout un chapitre sur la façon dont les médias ont traité Taylor au fil de sa carrière, globalement plutôt à charge. On lui reproche beaucoup de choses et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, on lui reproche tout et son contraire tout le temps. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans nos épisodes. Quoi qu'elle fasse, elle a tort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui n'est pas forcément le cas avec d'autres artistes qu'elle. Mais finalement, à travers tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, je trouve qu'on se rend bien compte de pourquoi. Et par contre, tout ce chapitre que tu consacres dans ta monographie, moi, en bonne Swiftie, j'ai pas pu m'empêcher de me rendre compte que c'est le chapitre 5. On sait que chez Taylor Swift, la piste 5, c'est celle qui est la plus personnelle, la plus vulnérable. Est-ce que c'était fait exprès ? Non, c'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès, mais c'est marrant parce que même moi, je m'en étais pas rendu compte. Et c'est mon éditeur, pour dire qu'il était bien attentif, qui m'a dit... en plus, mon éditeur, à la base, vraiment la personne chez Le Mot et le Reste qui m'a suivi sur ce bouquin, pas du tout familier de l'univers de Taylor Swift, il m'a dit « Ah, c'est marrant, finalement, ton gros chapitre a vraiment conséquent sur comment les médias l'ont traité dans les 10 premières années de sa carrière. C'est le chapitre 5. » Et je lui dis « Ah, j'avais même pas fait... » Donc non, c'était même pas fait exprès. Mais bon... C'est aussi ça la magie de Taylor Swift, c'est qu'il y a toujours ces côtés un peu heureux hasard. Mais non, c'était même pas fait exprès. Mais finalement, ça tombait bien. On est vraiment ravis et on te remercie encore énormément d'être venu échanger avec nous sur le podcast. On avait vraiment besoin de l'œil d'une professionnelle et franchement, il y avait personne d'autre à part toi pour le faire. Si vous n'avez pas les livres de Morgane dans votre bibliothèque, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y. Dans le podcast, on a une petite tradition. On aime bien terminer notre podcast en parlant de ce qu'on écoute en musique. On écoute beaucoup de Taylor, mais on écoute aussi plein d'autres choses. Voilà, nous, on aime bien se demander qu'est-ce qu'on écoute en boucle en ce moment. Est-ce que tu as une idée de toi ? Qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment ? Alors, j'ouvre mon appli. Vas-y. Qu'est-ce que j'écoute en boucle en ce moment ? Ces derniers temps, alors il est sorti déjà il y a quelques mois, mais j'ai vachement aimé le dernier album de Tame Impala qui s'appelle Deadbeat, je crois. Ouais, je sais pas, il y a plusieurs chansons dedans que j'aime vraiment beaucoup et que j'écoute en boucle. Donc ça, je l'écoutais encore hier, par exemple. Tu es allé les voir en concert ou pas, du coup ? Non, je sais qu'ils tournent bientôt ou ils vont tourner. Ouais, ils vont tourner et tout. Il faut que je m'y mette parce que c'est quand même. Enfin, il faut que je m'y mette. Je les écoute depuis 10 ans, mais je les ai jamais vus en concert encore. Qu'est-ce que j'écoute d'autre sinon ? En ce moment, j'ai commencé à écouter le nouvel album d'Hilary Duff. Je l'ai pas encore fini, mais là, ça m'intrigue beaucoup parce que je trouve qu'elle a un retour en grâce qui est assez formidable. Et moi, pour le coup, c'était une des rares artistes pop que j'écoutais un peu quand j'étais ado, parce qu'elle était quand même très populaire avec Lizzie McGuire, mais aussi finalement avec ses chansons. Donc voilà, ça par exemple, j'ai écouté un peu la BO de Wuthering Heights faite par Charlie XX aussi.
Et nous, on a discuté juste avant que tu arrives. Et en fait, par un heureux hasard, on s'est retrouvés à écouter et à vouloir parler du même album. Vas-y, Honorine. Bah, pourtant, c'est quand même toi l'experte du sujet, mais en effet, en ce moment, j'écoute le dernier album de Mumford & Sons. Qui vient de Je l'ai pas sortir. écouté Et en encore. fait, bah voilà. Et on en parlait juste avant l'épisode avec Natacha et elle l'écoute aussi en ce moment. Donc, Il Trop s'appelle bien. Prize Fighter et j'adore la chanson d'ouverture qui s'appelle Here en duo avec Chris Stapleton qu'on avait vu en duo avec Taylor sur I Bet You Oui. Think About Me. Ouais. Excellente chanson d'ouverture. Tout de suite, on est sur une route en train de traverser un parc national avec des vaches des deux côtés. Enfin, extrêmement visuel. J'aime beaucoup cette chanson. Mm. C'est vraiment à mi-chemin entre la country, la folk, enfin tout. Moi, le genre de choses que j'adore. Donc cette chanson d'ouverture et celle la toute dernière qui s'appelle Clover que j'aime beaucoup et que j'écoute en boucle aussi. Mumford & Son, si vous connaissez pas, allez écouter. J'adore. C'est ma cam. Je suis bah d'accord. voilà. En tout cas, Morgane, merci encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue avec nous aujourd'hui. On espère que l'épisode aura plu à nos auditeurs. On espère que toi, tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on s'est régalés. Ouais, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Et bah, merci à toi. À bientôt. Salut. Merci à toutes les deux. À bientôt. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.